On va aborder le bloc 5 maintenant, Agentivité, humanité au-delà de l'humain. Ce bloc va explorer les technologies émergentes, intelligence artificielle, réalité étendue, environnement immersif, qui redéfinissent l'agentivité et les humanités. On commence avec Shirin, que j'invite à s'avancer dans l'avant. Donc, Shirin Abou Chakra. Merci beaucoup. Doctorante au NAD UQAC, Shirin est diplômée d'une maîtrise en histoire et relations internationales, d'un diplôme études approfondies en sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, ainsi que d'un post-diplôme comment on dit le prénom? Le prénom, excusez, ça paraît que je suis pas du niveau. Ses travaux de recherche académique ont été publiés dans des ouvrages collectifs. Son travail artistique a été présenté internationalement, notamment au Centre Pompidou, au Festival de Cannes, au musée Maxi à Rome, et dans bien d'autres lieux, et elle se consacre aux technologies immersives. Alors, quand tu es prête, quand les diables aussi. Je peux vous dire le titre. Donc, Shirin va nous parler de vers un post-musée virtuel, décolonisation, restitution et visualisation immersive d'objets litiges. C'est parti. Merci beaucoup. Je suis contente d'être ici pour, comme on l'a dit, vers un post-musée virtuel, décolonisation et visualisation immersive d'objets litiges. Alors, c'est un projet que je fais au NAD sous la direction de M. Yann Breleux et Luc Courchel dans le laboratoire Mimesis. Et donc, le projet, c'est constituer un musée virtuel immersif constitué d'objets contestés, d'objets litiges. Ce que j'entends par objets litiges, c'est tous les objets qui ont été pris par coercition, d'une manière illicite, par vol, par blanchiment d'argent, par colonisation, par guerre, etc. Et qui sont revendiqués par la communauté d'origine, par les intellectuels, donc vous pouvez revendiquer aussi, et par les médias et les chercheurs décoloniaux. Et donc j'interroge le musée sous l'angle décolonial à travers les deux œuvres. La première, comme si vous êtes là ce soir à la SAT, ce sera sous forme d'essai, film performatif qu'on avait fait d'abord en décembre dernier aussi sous une performance. Et le projet de la thèse serait de ramener tous ces objets dans un même espace interactif, virtuel, immersif. Ça c'est donc, comment je m'appelais? Voilà, donc ça c'est une sorte de making of de la performance de ce soir. Je suis merci. Et dans celui-là, en fait, je retrace la biographie, le parcours de la prise du Parthénon, qui est le litige le plus connu. J'ai commencé par ça parce qu'il y a énormément de littérature dessus, pour essayer de voir comment ça marche. Et je remets en question le discours performatif du British Museum, de dire c'est mieux chez nous, ils ne savent pas les conserver, etc. Et je remets ça en question à travers des moments historiques. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement réellement? Vous avez l'image encore. Quand on parle pourquoi un musée peut être considéré comme une institution coloniale, c'est d'abord parce que beaucoup des objets viennent du pillage. Ça vient du Bénin. Le Bénin en soi, c'est une histoire aussi qui peut être intéressante et qui reste cette figure importante dans la thèse. Mais aussi à travers plusieurs choses, c'est-à-dire que dans les peintures que vous voyez, quand vous voyez des sucriers ou des cafés ou des bagues à main et tout ça vient avec la colonisation, avec l'extraction, avec la possibilité d'aller les chercher, d'avoir la richesse matérielle, le boulanger du coin ou même l'ébéniste du coin qui a aidé à construire le bateau. Toute la société s'est réellement enrichie pour ça. Aussi, on voit évidemment l'immaculé blanc et la peau noire, la peinture, même la peinture du Nil, par exemple, qu'on allait chercher au bord du Nil. Et aussi les cartels. Les cartels sont intéressants. On parle ici d'un bas-relief sumérien, c'est-à-dire irakien, de l'Irak d'aujourd'hui, et on dit, quand l'anthropologue, je ne sais plus, Henry quelque chose, il a fait ses fouilles, les objets ont été envoyés, donc dans le cartel, on envoie des objets en Europe, mais ce qui est resté, qui a été sauvegardé de l'État islamique de Daesh, donc on se permet aussi de parler de Daesh dans un cartel aussi petit, sans savoir qu'on sait très bien qui a inventé Daesh, comment toute la guerre d'Irak a été faite. C'est 1 million de morts avec Chelsea Manning qui ont pu dénoncer ça et
comment il s'appelle, Julian Assange, évidemment. Aussi, on voit que, bon, British Museum, la taille des personnes ici minuscule. Là-bas, c'était à l'expo précolombienne au musée des Beaux-Arts. C'est une expo qui a été faite par le LACMA Museum. Il y a une magnifique série sur YouTube qui s'appelle L'univers au creux de la main, où ils ont, pendant 7 ans, travaillé pour avoir cette exposition. Ils ont été à la rencontre de la communauté alloise. Et donc là, vous pouvez voir que c'est intéressant. Ils disent que vous les avez volés, parce que vous êtes en train de bien les nourrir, parce que même pour faire de la poterie, la personne qui fait la poterie, c'est tout un travail avant, même diététique, de faire tout ça, sans compter évidemment les effets sociaux, le vide que ça crée, la dépression que ça crée, et aussi ne pas connaître son histoire, ne pas être en relation, la cohésion sociale qui est brisée, et la richesse, parce que quand on va dans un musée, 1, on paye, 2, c'est comptabilisé dans la balance de l'État, etc. Donc toute cette extraction, bon, vu qu'il n'y a pas le temps et que c'est pas notre affaire, de toute façon, le musée est en train d'être remis en question à tous les niveaux. La littérature existe. Moi, tout ce que je vais faire, c'est essayer de puiser dans la littérature pour voir comment est-ce qu'on peut ramener ça de manière un peu plus compréhensible, voir l'ampleur du phénomène et essayer de les mettre ensemble. Alors, chaque cas est un cas wow, incroyable. Voilà, l'histoire d'une bonne série télévisée, on va dire. Mais le musée, on va dire, décolonial a commencé dès le mouvement de décolonisation dans les années 60. Le premier, c'est le musée dynamique qui a été instauré par Léopold Sédar Senghor. Et puis dans les années 70, les musées tribaux, ici sur Turtle Island même. Les contre-musées, c'était dans les années 80 en Amérique latine. Éco-musée, anti-musée, enlever les murs, faire un musée qui soit plus avec les gens. Le musée métabolique et le post-musée, ça c'est dernièrement avec Catherine Delis et Françoise Vergès. Post-ethnographique, parce que très souvent les objets ont été pillés par les ethnographes eux-mêmes. Donc quand on parle de musée universel, ethnographique et universaliste, il faut avoir peur un peu. Et surtout aussi les musées universitaires, c'est une manière aussi de se dire qui est en train de recenser tous ces objets et de quelle manière, aussi par la digitalisation. Catherine Delis en parle énormément et c'est très beau. Quand on reparle aussi de comment le musée essaie de se remettre en question et essaie de rentrer dans un mouvement, et là on revient à notre intérêt commun ici, qui serait de représenter sous une forme virtuelle, immersive, technologique. D'habitude, on a plus ou moins 3 manières de présenter les objets historiques, que ce soit dans les jeux vidéo historiques, soit dans le journalisme immersif, soit dans le patrimoine culturel et les objets, des archives numériques, je veux dire. Et il y a des techniques super. Hein, là, on voit, vous les connaissez plus ou moins, le scan volumétrique, l'agrandissement, le côté haptique, le côté interactif. Qu'est-ce que ça fait de... Ah, c'est bon. Je reviens très rapidement. Et donc, toutes ces techniques qui sont utilisées sont formidables, de se dire, OK, dans la perception même, comment est-ce que le cerveau perçoit tout ça? Quelles sont les synapses? Qu'est-ce que le spectateur ramène avec lui? Comment on calcule l'agentivité? Est-ce que c'est une agentivité factice ou pas? Est-ce que juste on a le cœur qui bat, mais on sort de l'espace, mais on ne sait pas ce qui est vraiment resté comme connaissance? Et donc comment est-ce qu'on peut arriver à une connaissance dans tout ce projet-là? Bon, moi j'ai trouvé que c'est la narration. On revient à la base de qui nous on est. On comprend le monde à travers l'histoire grand H et l'histoire de storytelling, de la narration. Et donc, replacer ça comme le premier prototype que je fais ce soir, c'est en racontant l'histoire de la frise du papillon. Par aussi, en faisant un musée virtuel, et là, bon, je pense à des architectures et de quelle manière de le faire, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Et pour ensuite avoir des stratégies de visualisation, comment ça va se faire aussi, si c'est de grandes bases de données aussi, faire entrer le côté computationnel, de pouvoir analyser ça. Et c'est des projets qui ont été faits, Manovich au Cultural Analytics, et aussi Sarah Kinderdine, c'est de grands spécialistes dedans. Et moi j'avais planifié pour 10 minutes, comme ça je suis déjà avec 1 minute et demie, c'est très bien. Et donc bon, puisque j'ai le temps, la première chose que je voulais faire, c'était évidemment, qui parle de décolonial, c'est reconnaître que je suis sur des terres non cédées, que cette ville
Ganhage ou la communauté comment on dit la communauté ici? Kentiaga? Pardon? Kentiaga? Ganhage, oui, en tout cas, oui. Je suis énormément reconnaissante parce que je suis arrivée ici la première fois dans les années 90, en 91, justement, première guerre d'Irak, et la seconde fois 30 ans après, 2021. Et c'est un endroit qui a toujours été extrêmement généreux avec moi, et donc j'espère, avec ce projet, essayer aussi de rendre à la colonisation entière, décolonisation, et d'essayer de mettre les gens en contact ensemble. Merci beaucoup. Merci. OK, donc Mathieu Deblois est un artiste visuel, designer et chercheur spécialisé dans la création de compositions audiovisuelles narratives pour des dispositifs immersifs. Il achève actuellement sa maîtrise en cinéma volumétrique à l'École des arts numériques de l'animation et du design. Depuis la résidence SIM à Reykjavik, ses projets réalisés en collaboration avec le compositeur Philippe merci, et le programmeur romain Salha. Quasiment, ont été présentés dans divers festivals d'art numérique en Amérique et en Europe. Et en 2023, leur projet de l'architecture des souvenirs a été montré à ADAF en Grèce et à Ars Electronica en Autriche. Alors, on enchaîne avec ou sans volume avec Mathieu. Donc, bonjour. C'est bon, j'ai encore une voix. Vous m'entendez? Ouais. Parfait. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de ma démarche de recherche-création que j'élabore dans la maîtrise au NAD, dans le programme environnement sensoriel développé au laboratoire Mimesis, avec Yann Breu comme directeur. Le nom de l'aspect création de ma recherche, c'est l'architecture des souvenirs. Vous allez voir, il y a plusieurs itérations de ce projet qui se développe encore. Et c'est ça, c'est une étude en cinéma volumétrique à travers la création d'environnements immersifs. Donc, pour résumer, le cinéma volumétrique est un mouvement croissant dans le domaine du contenu immersif pour la réalité étendue, caractérisé par des expériences interactives créées principalement à l'aide d'images obtenues par numérisation tridimensionnelle. Des techniques telles que la photogrammétrie et la vidéo volumétrique sont utilisées en combinaison avec des moteurs de jeu pour permettre à l'observateur d'interagir au sein d'environnements reconstruits. Donc ça, c'est la définition du cinéma volumétrique proposée par James George. Il faut savoir que c'est ça, James George, c'est le cofondateur du logiciel DevKit. Donc, dans le programme de recherche que j'effectue, on se réapproprie cette définition qui se veut d'une saveur un peu marketing pour mieux établir les précisions de ce que ça comprend le cinéma volumétrique. Donc, le contexte du domaine, c'est fait par une démocratisation et une réappropriation artistique de la vidéo volumétrique qui, au départ, était seulement imaginée par des films de science-fiction comme dans Star Wars ou dans Minority Report. Puis par la suite, ça s'est vraiment produit avec des hackers qui se sont réappropriés des caméras comme la Kinect et qui en ont fait des vidéos avec des nuages de points. En fait, cette vidéo-là, il a été fait même avant la Kinect en 2007 par une technique de lumière structurée. Puis par la suite, avec la Kinect, c'est devenu plus accessible. Maintenant, il y a les iPhones avec le LiDAR qui ont aussi des applications de vidéométrie qui sont capables de capter les objets en mouvement. Donc, au lieu que ce soit frame per second, c'est OBJ per second. Qu'est-ce qu'on en fait de ça au niveau en art numérique? Il y a plusieurs tendances. Il y a ce qu'on appelle l'art écosphérique qui joue au niveau des captations de la nature et qui sont recomposées sous forme d'expériences immersives, d'expériences multisensorielles, comme le fait François Quévillon. Et on peut le voir aussi
avec la fabrication d'ambiance que ces expériences développent, comme dans We Live in an Ocean of Air de Marshmallow Laserfeast qui était présenté au Centre Phi. Donc, qu'est-ce que ça implique comme enjeu? Moi, je trouve ça très stimulant parce que c'est un peu un nouveau langage qui est en train de se développer par rapport à ça. Bien que la technologie mûrisse rapidement, la grammaire créative du cinéma volumétrique en est encore assez balbutiement. Donc, c'est ça, on peut avoir des acteurs qui sont tout d'un coup en volume dans des environnements immersifs, mais si on développe pas une grammaire, si on ne développe pas un langage par rapport à ces volumes, ça peut facilement être mis de manière un peu hors contexte, où l'avatar ou la personne qu'on a enregistrée ne nous regarde pas vraiment dans les yeux, mais il faut quand même donner un sens narratif à ces volumes. Donc, il y a plusieurs recherches qu'on utilise dans le programme qui viennent inspirer la réflexion. Il y a des recherches en design d'exposition qui parlent de comment structurer un espace de manière narrative. Donc, je m'inspire des environnements narratifs pour mon cadre théorique, comme avec les écrits de Tricia Ashton, qui développe plusieurs outils pour faire le design des espaces. Et ça, c'est des espaces réels. Donc, elle ouvre la porte vers les environnements immersifs en donnant justement l'exemple de Marshmallow Laserfeast. Mais elle ne rentre pas dedans de manière très approfondie. C'est plus comme une porte ouverte. Donc, c'est une opportunité pour nous d'élaborer davantage sous forme de recherche artistique. Un outil qui peut être inspirant au niveau des environnements narratifs, c'est le Emotional Map, qui place différents éléments de l'environnement qu'on crée de manière narrative, avec des courbes dramatiques qui, avec le temps, structurent l'expérience du spectateur. Au niveau plus personnel, je m'intéresse à l'archive numérique et les parcours au sein de souvenirs que l'on capture de manière volumétrique. Donc ça, on peut voir ça avec des projets artistiques comme La matière des souvenirs du collectif Néon Minuit, qui récolte plusieurs fragments et crée un parcours au sein de ces fragments. Ça c'était présenté à la SAT dans le Dôme. Et aussi Luc Courchaine, de manière plus ethnographique, il développe une archive personnelle de photos et d'éléments qu'il a recueillis de manière numérique au travers de sa vie, puis les place dans un environnement d'archives dans Unity que l'on peut réexplorer spatialement par la suite en VR. Donc, c'est ça. Ma méthode, c'est une recherche artistique. Donc, je crée des projets, je développe des itérations pour ensuite apporter, on espère, de nouvelles connaissances. Donc, expérimentation préliminaire, c'était surtout de tester ces applications-là volumétriques à travers différents projets collaboratifs ou personnels. Ensuite, ça m'a permis de récolter plusieurs fragments que ensuite je réexplore sous la forme du projet L'architecture des souvenirs, qui est développé dans Unity. Ensuite, c'est ça, dans l'architecture des souvenirs, c'est des fragments que je récolte de manière assez spontanée durant mes voyages ou à Montréal, ça a commencé durant la COVID, je prenais des marches au quotidien, puis je regardais mon environnement de manière différente. Tout d'un coup, la rue avait des atmosphères différentes, elle était vide, c'était un terrain de jeu que je pouvais explorer sous différentes formes audiovisuelles.
par après. J'utilise aussi des outils comme des outils développés par la communauté en ligne sur GitHub qui permet entre autres de prendre des vues satellites de Google Maps, puis ensuite extraire les volumes sous forme 3D. Donc le projet, on l'a présenté avec mon collègue qui travaille la musique. On travaille ensemble, lui il fait la musique, puis on travaille de manière très étroite à développer ces templates-là. Donc ça c'était à Celtica, c'était en VR. On l'a présenté aussi à la SAT en Dôme. Ensuite on a fait une résidence artistique l'été dernier en Alsace où on faisait des voyages à pied ou à vélo dans les vignes ou dans les montagnes environnantes pour ensuite en faire une composition audiovisuelle des fragments récoltés. Puis là, plus récemment, j'étais en Islande. La résidence m'a réinvité, j'y étais l'année dernière aussi, pour archiver les lieux avec ces compositions audiovisuelles 3D, en faisant des fragments de l'espace qui malheureusement va disparaître à cause que le bâtiment appartient à la ville. Puis ils ont décidé de le transformer de le démolir puis d'en faire des condos. Donc d'ici un an, la résidence artistique ne devrait plus exister. Donc j'en ai fait des captations, après je m'amuse à les déformer, à les placer de manière dans l'espace pour que les gens après puissent revivre ces ambiances qui sont assez fortes avec ces artistes internationaux qui viennent à chaque mois. Puis c'est ça, c'est là que j'ai pu aussi explorer d'autres outils de design d'exposition en plaçant ces fragments de différentes manières dans l'espace, soit de manière linéaire avec la timeline qui me permet de structurer ça, ou de manière plus non linéaire où les mouvements des personnes vont dicter l'apparition des formes. Puis, à la fin de cette résidence-là, avec les rencontres que j'ai faites sur place, on a décidé de faire une performance où il y avait 3 musiciens et ils faisaient une performance improvisée autour du thème, c'est ça, de démolition puis de changement qui se passe énormément à Reykjavik en lien à la construction d'appartements de luxe. Et durant cette performance-là, j'archivais en temps réel avec l'iPhone de manière volumétrique la performance qui se faisait en temps réel projetée sur et derrière les performeurs. Ouais, je peux peut-être montrer 2 minutes de... Ah non, mais le son ne marche pas. Non, c'est bon. Je pense que j'ai plus de temps. Je vais arrêter là. C'est parfait. Donc, merci. Fait qu'on demeure dans l'incertitude par rapport au son, ce qui fait qu'on inviterait Yann, je pense, à venir faire la présentation suivante. Toujours pas de son. Toujours pas de son? Bon. Alors, sans plus attendre, Yann Brûleux, ici. Yann est pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur à l'École des arts numériques de l'animation et du design et praticien et chercheur dans le domaine de la musique visuelle pour des dispositifs immersifs. Depuis une dizaine d'années, il collabore avec des musiciens et compositeurs pour la création de pièces multi-écrans, panoramiques, projections architecturales et d'ombres intégrantes. Et aujourd'hui, il va nous parler de... Pardon, je ne suis pas sur la bonne page. Je vais dire le titre s'il n'est pas directement devant nous. Mon Dieu, vas-tu le trouver? C'est donc vers une agentivité créative, excuse-moi, la direction artistique d'agents artificiels. Vas-y, c'est à vous. Tout d'abord, je vais exposer le concept. Alors, première des choses, on peut dire que pour la classe, j'ai été malchanceux parce que, bon, on a le problème avec Marcella. Marcella ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'elle a une pneumonie.
Et il se trouve que Georges Raffi, qui devait présenter aussi, bien, est encore plus malade que Marcella. Donc, ça vous donne un peu, il est alité. Donc, il a réussi à me texter. Donc, mais rassurez-vous, c'est pas moi le vecteur de transmission. Je ne les ai pas rencontrés la dernière semaine. Alors, un biologiste derrière. Donc, par rapport à ce que je vais vous présenter comme communication, je vous dirais que pour moi, c'était, bon, je voyais le travail de Georges Raffi. Excusez. Ma montre. Georges Raffi, et je voyais son travail créatif avec les outils de l'intelligence artificielle. Et à l'école NAD, on a beaucoup de praticiens créatifs du domaine des industries dans les VFX, dans les jeux vidéo, etc. Et beaucoup utilisent les outils de l'intelligence artificielle. On a noté, par exemple, que je pense qu'à Vieux-Montréal, il y a 40% de moins d'inscriptions en VFX en ce moment parce que la propagande issue de l'intelligence artificielle fait que les gens se disent « Ah ben c'est facile, pourquoi j'irai étudier dans ça? » Et donc, il y a tout un changement de paradigme par rapport à l'usage des outils de l'intelligence artificielle en VFX. Et quand je vois les étudiants, mes collègues aussi, qui se sont formés à l'intelligence artificielle, disant « il faut l'enseigner aux étudiants, il faut travailler avec ces nouveaux outils-là », eh bien, je constate qu'il y a une certaine perspective qui se construit. Et donc, mon objectif, dans le cadre de cette recherche-là, que je réalise, je dois le mentionner, avec Georges Raffi, qui est le spécialiste de la réalité de l'intelligence artificielle, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de capter cette perspective, la perspective particulière des praticiens qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, avec l'émergence d'outils d'artificiel génératifs, les pratiques de création et de direction artistique sont profondément transformées. Parmi les concepts, pour comprendre cette évolution-là, j'ai identifié le concept de curation itérative. Il désigne le processus par lequel une IA affine progressivement ses propositions par rétroaction, celui par lequel un humain, artiste ou directeur artistique, guide, sélectionne et oriente les générations successives. Donc, une personne œuvrant dans le secteur des industries créatives peut désormais être mis en dialogue avec un acteur médiateur selon un modèle capable de générer, filtrer, recombiner des propositions visuelles. À chaque itération, l'outil agit comme médiateur, produisant les intentions de l'artiste ou directeur artistique via des prompts et des réglages en une multiplicité d'images. Donc, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne l'IA, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'analyser comment on incarne une direction artistique au projet. C'est-à-dire faire l'analyse de la relation avec l'agent et comment l'agent arrive à matérialiser nos intentions. Parce que pour tous ceux qui ont travaillé avec les prompts et l'IA, ici, on demande quelque chose, on n'a pas ce qu'on veut. On a ce qu'on veut, on le redemande, il régénère une image complètement différente de la première. Il ajoute des choses. Alors, c'est un peu par itération et par curation, on entend que l'artiste fait des choix, la machine fait des choix, et c'est curation itérative dans la mesure où il y a un système de curation. J'emprunte le concept aux humanités numériques, où on parle de curation, d'archives et de visualisation. Donc, l'idée derrière le projet de recherche, c'est d'essayer de dire, est-ce qu'on pourrait faire une visualisation et une meilleure compréhension du système de curation des intelligences artificielles? Donc, pour les besoins de la recherche, je me suis dit, on va limiter notre revue de littérature à des praticiens théoriciens ou des gens qui un peu jouent sur les deux tableaux, c'est-à-dire qui développent un peu une réflexion sur l'intelligence artificielle tout en exposant, comme Lev Manovich, au niveau de son parcours, est parti du database art, et ensuite cultural analytics, et ensuite la visualisation de big data. Il est arrivé naturellement à l'intelligence artificielle du fait qu'il a toujours été intéressé par les traitements des grands nombres, mais aussi s'interroger sur la visualisation des patterns culturels, ce que l'IA fait finalement, parce que l'IA, si on la définit, moi je la définis comme une machine de convention. Elle n'invente rien, mais elle repose, elle utilise des conventions et quand on veut si on veut avoir une moyenne, on va demander à l'IA et elle va nous donner une moyenne qui est parfois absurde. Et Lev Manovich, par contre, prétend qu'il y a peut-être quelque chose qui survient où l'IA va se mettre à inventer des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, la question, c'est comment évaluer la contribution de la curation itérative à l'élaboration d'une direction artistique cohérente
dans un processus assisté par intelligence artificielle en tenant compte des dynamiques croisées, des outils d'apprentissage automatique et celles de l'affinement itératif humain. Donc, l'idée, c'est la machine s'améliore, nous, on s'améliore, et comment on peut essayer de capter ce moment-là, c'est-à-dire capter la perspective du praticien d'IA pour essayer de voir plutôt le point de vue qui est celui des étudiants, des professeurs d'IMAD, des utilisateurs de l'IA. Par contre, dans la curation, puis je pense que je saute direct à la conclusion là-dessus, on va, oui, combiner, mais quand j'observe certains amis artistes, on va faire aussi une curation des modèles. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire, quand on utilise comme UI, on se met à combiner différents modèles, et là, on entre dans une zone créative où, d'une certaine façon, la direction artistique devient beaucoup plus complexe, parce que on se met à comparer les modèles d'IA, on se met à comparer les types, et ça pose toutes sortes de questionnements sur l'appropriation. Donc, l'objectif de la recherche, c'est de mieux comprendre la pratique artistique assistée par l'intelligence artificielle, capter et analyser comment l'action de curation humaine, par itération successive, parvient à une vision artistique spécifique à travers la sélection, la réorientation, la génération de la machine. Donc, les données qu'on va générer, bien, ça va être des séances de création artistique. On enregistre ce qui se fait à l'écran, puis ensuite, on compare, puis on regarde qu'est-ce que l'IA propose, est-ce que ça correspond au mandat, etc. Et donc, on fait cette étude-là de la création. Le cadre théorique, évidemment, on a la créativité avec l'intelligence artificielle. On a Ernest Edmond, que j'aime beaucoup comme artiste et comme méthodologue aussi, qui a développé avec Linda Candy des ouvrages sur la recherche-création, entre autres le praticien créatif, donc l'idée d'analyser la pratique. Et il développe des modèles comme ça pour faire le lien entre the works, le conceptuel, le cadre théorique, et le cadre conceptuel, et aussi l'évaluation. C'est-à-dire, dans les modèles d'Edmonds, il y a vraiment ces trois éléments-là, the works, et c'est des modèles non linéaires. Il faut dire aussi qu'en faisant des recherches sur Ernest Edmonds, j'ai découvert qu'un de ses articles était cité dans la méthode agile, et qu'il était même cité par tous les gens qui écrivent sur la méthode agile, mais j'ai l'impression que personne, tous ceux qui citent son article comme étant le fondement de la méthode agile, ne l'ont pas lu parce que ça m'a pris 3 semaines de trouver le fameux article. Alors, mais l'article fait juste une supposition par rapport à un travail non linéaire dans le développement informatique. Donc, on développe le concept de curation itérative et le concept de médiateur. Et la méthode est vraiment simple, c'est-à-dire on a des intentions artistiques, génération initiale par l'IA, curation humaine, nouvelle génération, et là on rentre dans des boucles d'itération où l'IA et la génération, on va essayer de documenter cet aspect-là au courant de la recherche pour voir s'il n'y a pas une direction artistique émergente. Est-ce qu'il y a une nouvelle direction artistique? Parce que parfois on se laisse influencer par l'IA. Ici, je vais vous montrer une expérimentation que j'ai faite. C'est un projet qui s'appelle Matière première, où j'ai pris des captations tridimensionnelles de mon visage et je les ai mis à l'intérieur d'un environnement immersif dans le Unreal. Et là, on a juste fait un test de transfert de style. C'est-à-dire que finalement, ce que l'IA me permet de faire, c'est que oui, je peux créer, selon ma propre direction artistique, une expérience immersive, mais après, avec l'IA, tout en conservant le même mouvement de caméra, je peux décider de changer, de modifier et de proposer un ensemble de directions, j'ai pas reçu d'appel la journée, j'en ai 2, de directions esthétiques par rapport au projet. Donc, on a appelé le projet matière secondaire dans la mesure où c'était juste un test pour voir si on était capable vraiment de passer d'un film immersif en suivant une certaine esthétique à une autre. J'ai aussi réalisé un autre projet avec l'IA, et ce projet-là, là, c'était plutôt... ça, c'est un projet immersif full dome que j'ai fait en 2h30. J'ai composé un poème, composé une scène, merde, je vais fermer ma montre. Composer une scène et créer une expérience immersive où là, j'ai demandé à ChatGPT, compose-moi un poème pour 2 minutes de vidéo, etc. Après ça, j'ai pris ça, je l'ai amené dans Eleven Lab, j'ai créé la narration où là, il y a un poème qui ressemble un petit peu à Grand Corps Malade. Peut-être un hasard, mais en tout cas. Et donc là, j'ai généré cette expérience-là et je me suis rendu compte, et c'est ça qui m'a donné l'idée d'étudier la direction artistique, c'est que dans le cadre du projet, j'avais une idée et grâce à l'aide des agents intelligents, finalement,
ChatGPT, Eleven Lab et d'autres, ça m'a permis de créer une narration immersive très rapidement. Donc, de prendre un concept et de le matérialiser. Donc, une des premières observations que je peux faire par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que si l'intelligence artificielle peut, dans certains cas, remplacer des postes en industrie ou remplacer des tâches répétitives, il offre à l'artiste créateur un contrôle inégalé sur l'utilisation des médias. C'est-à-dire que en combinant les types d'IA et en combinant les modèles, on se retrouve dans une situation où c'est comme si, excusez le grand terme, la société néolibérale qui reposait sur l'individu, eh bien avec l'IA, on donne de plus en plus de contrôle créatif à un seul individu. On va parler d'une personne orchestre pour la création artistique. Donc, ce que je présente aujourd'hui, il y avait des projets de Georges qui visaient à illustrer cet aspect-là par l'analyse de la pratique, mais disons que ma proposition aujourd'hui, c'est vraiment de développer un modèle pour utiliser l'usage des outils d'intelligence artificielle par les artistes praticiens et surtout ceux des industries créatives. Merci. Allez, ma contribution. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, merci. On va juste faire un petit blitz de questions. Donc, les discussions que vous avez déjà, spontanément, on peut les apporter en grand groupe. On va prendre les questions pour les présentatrices du bloc qu'on vient de terminer, pendant qu'on essaye toujours de trouver une façon d'avoir Marcella avec nous. Puis ensuite, on va terminer la journée avec le panel de conclusion. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Oui, je sais pas, je ne peux pas être là, mais non, il n'y a pas de... Après de d'autres personnes. Oui. Oui, on confond souvent l'objet IA comme si c'était quelque chose qui était comme autonome, fini, tandis que c'est quelque chose qui est nécessairement dynamique, qui est toujours en transformation. Donc on ne peut pas dire « Ah, l'IA fait ça ». Et aussi, on a vu souvent que des centaines, sinon des milliers de personnes sont en train de travailler sur l'interface. En fait, c'est une interface, c'est pas un objet. Oui. C'est une interface avec quelque chose qui est complètement invisible, de personnes qui travaillent, l'ensemble des données qui ont été accumulées légalement ou illégalement. Donc, comment j'ai l'impression qu'on est en train de rendre ça, l'essentialiser dans quelque chose qui serait comme statique. Et je ne sais pas comment on peut l'imaginer autrement, mais je ne sais pas, j'aimerais ça voir comment on pourrait imaginer l'IA sans l'objectiver dans quelque chose qui serait unique et stable ou... C'est comme dans le fond, tu sais, Edmond Couchot parle, dans le fond, si on prend Edmond Couchot pour définir l'IA, c'est juste un niveau supplémentaire d'automatisation. Et donc, il automatise certains processus cognitifs, il automatise, puis après ça, ben, quand on regarde les outils, ben, il y a une panoplie d'outils, puis on ne s'y retrouve plus tellement qu'il y en a. Puis après ça, ça devient plutôt un espace de langage où on va utiliser, combiner des processus d'automatisation. Mais c'est pour ça que je parlais de direction artistique, c'est-à-dire que l'IA, c'est juste un filtre pour atteindre des objectifs artistiques. Si on n'a pas d'objectif artistique, c'était ma dernière slide, on court le risque on court deux risques. Le déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'on est guidé que par les possibilités offertes par la plateforme. Puis la deuxième, c'est la procrastination sans fin, c'est-à-dire que l'IA nous propose une image et on suit la prochaine, et on suit la prochaine, et au bout du compte, on n'a plus de direction artistique, on n'a que même pas une errance, mais plutôt une divagation, dans le sens qu'on est plutôt nulle part par rapport à la direction artistique initiale. Donc, l'IA, c'est des outils d'automatisation qui permettent d'accélérer certains prototypes. Et avec Georges, on parle c'est un peu comme si, avec l'IA, on avait une petite équipe virtuelle d'agents avec qui on collabore pour essayer de matérialiser des intentions. Donc, à ce niveau-là, l'IA n'a rien de magique. Et même, je dirais que l'objectif aussi, c'est de voir quelle dimension critique on peut développer par rapport à l'IA. Parce qu'il y a toutes sortes de dimensions éthiques qui sont derrière, comme tu le soulignes. Ouais. Ça me fait juste penser à Internet, finalement, quelque part, enfin, dans un tout autre genre, mais Internet, c'est pareil, si on ne sait pas ce qu'on cherche. On peut pas casser. Il y a quelque chose d'homogène. Oui, c'est ça. Mais aussi sur l'objectification, il y a beaucoup de discours qui sont sur les objets qui ont été créés avec ça. Genre, mais nous, on ne crée pas pour l'objet tant que ça, t'aimes le processus de création.
Donc je comprends pas qu'on l'ait évacué complètement des débats alors que c'est comme les enfants de 5 ans qui font des colliers de nouilles, là ils le font pas pour le collier, ils le font parce que c'est le fun de jouer avec des nouilles. Donc il y a un côté, le processus de création n'est pas évacué parce que c'est une IA et comme tu dis, ça redevient un outil avec des intentions. C'est que dans le fond, l'IA, on confond le résultat. Donc, tu sais, on fait un test d'intelligence artificielle, ça passe dans le média, puis là, tout le monde pense qu'on peut créer l'image de synthèse facilement, puis que même qu'il y a des investissements qui sont coupés à cause de ça. Alors que c'est un outil créatif qu'on peut ajouter dans une palette existante, mais si on n'a pas une connaissance fine des technologies et des narrations qu'on peut raconter, ben l'IA, c'est une coquille vide. Moi, je voulais prendre le point sémantique du panel, notamment sur cette notion de direction artistique et d'errance. À mon sens, direction artistique est totalement liée aux industries culturelles. C'est vraiment pour circonscrire, pour l'industrie, c'est vraiment un univers. C'est, selon les domaines, notamment dans le design, les agences de publicité, les directeurs artistiques sont vraiment, avec des stratégies, ces stratégies vont vraiment cerner un domaine, et l'idée, précisément, c'est d'empêcher d'en sortir. C'est travailler sur des planches de tendance, c'est vraiment trouver une zone et puis ne plus en sortir. Moi, je me demande si effectivement opposer la direction artistique à l'errance, c'est pas d'une certaine manière empêcher le voyage de transformation, etc. C'est une interrogation. Je sentais une petite tension. Non, je lance comme ça sur ces éléments de vocabulaire, en tout cas sur la direction artistique, moi qui me crispe très très vite, et je me demande s'il n'y a pas des alternatives effectivement à ce terme le modèle est une direction artistique. Tout modèle de l'IA c'est une direction artistique à l'origine. Absolument. Et précisément, effectivement, on revient à cette idée des biais de ce qui les nourrit. Donc on est effectivement dans une boucle sans fin sur ces références, et qui elles-mêmes, effectivement, sont quand même majoritairement nourries par des références qui viennent des industries culturelles. La direction artistique, dans les musées, la direction artistique c'est utilisé là. Absolument. C'est sûr que les étudiants... Mais tu as des choix aussi, des articulations. C'est compliqué. En fait, au début, on travaillait sur les hallucinations. Mais par contre, on s'est dit, dans l'orientation, plutôt direction artistique, dans le sens de prendre une idée, puis d'essayer d'être ouvert à l'erreur, d'être ouvert à la sérendipité, si je le prononce bien, d'être ouvert à tous ces éléments-là qui font partie du processus créatif, mais que l'intentionnalité artistique puisse traverser les outils de l'IA puis arriver à un certain résultat, tant sur le plan narratif que visuel. Mais c'est vrai que dans les industries créatives, ou en tout cas dans la direction artistique, peut être associée à une compagnie de pub. Absolument. Je me demande si les musées, il n'y a pas une contagion dans les musées au niveau des directions artistiques, de stratégie, du design et de l'industrie culturelle. Une direction aussi. Comment? Une direction aussi. Absolument. Ouais. Mais un modèle aussi. La politique, elle peut être. Un modèle aussi, c'est une politique. Quand tu prends un modèle comme Fiouillard, tu choisis dans quelle politique que tu vas jouer. On parlait de modèles pornographiques parce que les IA génératives en ligne sont censurées. Il y a des gens qui se font des modèles pornographiques pour réussir à faire la pornographie. C'est un choix politique dans le choix du modèle. Absolument, mais ce qui m'intéresse énormément, effectivement, c'est cette possibilité de naviguer, de se décaler de modèle en modèle, en essayant de contourner effectivement ce qu'on va identifier. C'est par la curation, précisément. Oui. C'est une attention de tous les instants sur quelque chose qui est incroyablement puissant. Donc ça nous demande un niveau de décision démultiplié. Cette conscience de ce qu'on est en train de faire, peut-être effectivement, elle nous demande un niveau de vigilance extrêmement intéressant du côté de la créativité. Mais je propose un thème pour les gens qui opèrent des intelligences artificielles, qui sont déjà des modèles, qui sont déjà des directions. Est-ce qu'on ne serait pas des discriminateurs? Notre travail, c'est de discriminer ce que le modèle nous envoie. Et après ça, quels sont nos critères de discrimination? Et notre rôle d'agent, c'est de discriminer. C'est d'enlever ou de choisir qu'est-ce qui peut être signifiant dans tel contexte. Merci beaucoup pour, je pense, ce thème qui ne cesse de revenir et qui sera exploré probablement dans des prochaines discussions. Moi, j'avais juste une question pour Chérine, si vous me permettez, parce qu'il y a quand même eu plusieurs
présentation. Oui, merci de présenter assez rapidement le projet. Je me demandais si le projet de Parthénon, tu as parlé de comment ça pouvait créer des réactions émotionnelles pour les personnes qui sont confrontées aux artefacts dans les musées, tu sais, que ça met devant l'absence, devant la brisure. Est-ce qu'il y avait une intention de travailler avec des populations qui sont directement liées à ces artefacts-là dans le projet de Parthénon ou c'était dans les projets futurs? Le projet de Parthénon, pas spécifiquement parce que la littérature existe depuis 200 ans, on en parle. Ouais. D'autres, oui, par exemple l'Irak, je pourrais éventuellement avoir accès à des archives inédites. J'avais participé à la création d'un livre en 2004. Non, le colloque avait eu lieu en 2004, c'était des témoins oculaires. Il y a des livres assez incroyables, et je peux, par exemple, ce monsieur, la poétesse, j'ai voulu parler de la photo, c'est des personnes qui sont accessibles, qui peuvent avoir accès à eux. Est-ce que, par exemple, dans le musée, oui, j'aimerais par exemple beaucoup indirectement parler ou même scanner, faire des méta-humans, des gardiens de musée qui connaissent beaucoup mieux le musée que qui que ce soit, à savoir des heures et des journées entières, et j'en ai fait partie pendant 1 an et demi, donc je connais mes collègues, et très souvent d'aller garder une œuvre qui vient de chez nous, et de se dire, ok, on n'a même pas le droit de la prendre en vidéo, par exemple, c'est étrange. Donc ça va être peut-être eux les guides dans l'expérience, ce genre de comment on fait le storytelling. Merci. C'est comme une autre dimension de questionner le musée. Oui, Camille. Oui, justement, merci pour votre communication. Et je me demandais si, moi j'ai vu un film qui s'appelle Baouré de Mathilde. Oui, Mathilde. On va laisser faire. Qui m'a interpellée, qu'il y avait plein de choses intéressantes, mais en même temps, je me demandais je l'avais pensé. On va terminer sur la table. C'est aussi son parcours. Mathie est plus cinéaste qu'autre chose. Je n'ai pas suivi comment elle avait travaillé à l'époque, les discussions qu'il y a eu. Elle a choisi de on va parler des politiques. Alors, est-ce que c'est un choix qui est une autocensure? Je ne saurais pas, c'est pas encore que je n'ai pas vu. Il y a un côté où on a peur de l'institution, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez conscient. Maintenant que le travail est en train de se faire défricher à tous les niveaux, c'est un peu plus facile à faire. Mais un, ce n'est pas évident, et deux, je pense qu'on va garder sa carrière aussi. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit un calcul. Je pense que c'est réellement quelque chose de plus fort et plus difficile. Donc elle a choisi d'aller vers je pense que, je ne sais plus dans quelle université elle avait filmé, mais d'aller voir les étudiants comment ils en discutent. Mais la décision de Macron de dire je vais tout rendre d'ici 5 ans et ne rendre que 26 œuvres, elle n'en a pas parlé. Mais c'est aussi quelqu'un qui vient du Frénois, donc même l'imaginaire du Frénois, comment on en sort, il y a quand même un peu un côté sympa. Elle l'a créé assez rapidement, elle n'a pas fait dans une année. Mais c'est aussi le parcours personnel de la personne et de ses choix artistiques. Merci beaucoup pour ces échanges clairement très riches. Malheureusement, je pense qu'on est confronté à la réalité que peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité de revoir Marcella. Dans tous les cas, on vous envoie vers la pause parce que je pense qu'on en a bien besoin. On vous rappelle dans 10 minutes. On applaudit les... On applaudit!